le document afférent. Et d'autre part, nous avons eu une réunion à ce sujet le jeudi 9 novembre dernier qui nous a permis de présenter un petit peu tout le monde. L'objectif aujourd'hui, voilà, c'est de pouvoir aborder les sujets qui animent cette campagne, les sujets des grands projets, si je puis dire, mais également les sujets du quotidien et au maximum, je l'espère, pouvoir répondre à vos questions. Donc je suis entouré, vous le voyez, de mon équipe, une partie d'entre elles, tout le monde n'a pas pu être là ce soir, des nouveaux, des anciens, qui, je l'espère en tout cas, pourront demain œuvrer au conseil municipal pour, je l'espère également, prévoir le meilleur avenir possible pour notre commune. Donc cette liste, je pense qu'on peut avancer le document. Cette liste, elle est constituée de 17 élus sortants, donc qui sont élus avec moi au conseil municipal. Donc, nous avons ici présents quelques adjoints, je pense à Thomas Chardin par exemple, Alexandre Benko, Marc Joly également, Frédéric Darat, Isabelle, Brigitte, Sophie, Pierre, Franck, Eric, Maud également, qui sont au conseil municipal depuis désormais 2020. Et donc 10 nouveaux qui nous ont rejoints, puisque en tout cas ils croient en notre projet, celui qu'on souhaite porter pour Seignos. Donc notamment Élise, Stéphanie ici présente, Didier juste derrière, également Joséphine, Dédé, alors André, on l'appelle Dédé, et c'est tout. Donc voilà, excuse-moi André, Dédé, il est bien connu au bourg et c'est comme ça qu'on le nomme, c'est pour ça que je me suis permis de le surnommer, pas de le surnommer, en tout cas d'utiliser son surnom. Donc une équipe engagée qui souhaite bien évidemment porter le projet que je vais vous présenter. Et je l'espère aussi répondre à un certain nombre d'interrogations ou de flous qui ont pu être abordés ou insinués au cours de cette campagne. Je tenais en premier lieu, d'une part, à vous expliquer. Ça marche pas ? Ça marche mieux, je sais pas si ça marche beaucoup mieux comme ça. C'est mieux ? C'est moins saturé ? C'est bon. Bon, parfait. Donc on va continuer. Donc une équipe, bien évidemment pour ces élections, ça c'était un préalable essentiel. Et donc pourquoi les élections ? C'est ce pourquoi je voulais aussi être là devant vous ce soir, pour vous expliquer pourquoi nous avons eu de nouvelles élections. Le 29 septembre dernier, nous avons eu 27 élus de l'opposition qui ont décidé de démissionner pour provoquer de nouvelles élections. Alors bien évidemment, quand je lis leur littérature, c'est ainsi que je l'aborde en général et que je l'évoque, ça serait de notre faute. S'il y a une nouvelle élection, c'est la faute de l'équipe municipale en place, l'équipe municipale qui, je le rappelle, n'a pas démissionné mais qui est toujours là. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'on a effectivement eu un certain nombre de démissions au cours du mandat, des démissions qui ont été liées à des désaccords, des démissions qui ont été liées aussi à des faits personnels, des déménagements, changement de situation professionnelle, qui font qu'aujourd'hui nous sommes 18. Et donc suite à la démission du conseil de l'opposition, nous sommes désormais seuls à siéger et un de moins que le quorum qui est normalement requis pour que le conseil municipal puisse se dérouler, ou en tout cas se tenir valablement. Ça, c'est la raison pratique. Alors bien évidemment, j'entends, c'est de votre faute. Si une nouvelle élection il y a, c'est parce que vous auriez mal géré. D'une part, je prends quand même les conseils de Lionel Camblaine en la matière avec parcimonie, puisque en termes de gouvernance, j'ai cru comprendre qu'en 2015, lui, il avait eu très peu de succès, et qu'en l'occurrence, c'est pas 7 élus de son équipe municipale qui avaient démissionné, mais c'est bien plus que ça, ce qui avait dû provoquer à l'époque une démission de son équipe pour pouvoir créer de nouvelles élections, parce qu'il n'avait plus de majorité au sein du conseil municipal. Bien évidemment, ce n'était pas le cas, et nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. Pourquoi ? D'une part, parce que je suis toujours là, parce que les élus qui m'entourent sont toujours là, et d'autre part, parce que, en l'occurrence, la loi, effectivement, implique que pour qu'un conseil municipal puisse se réunir valablement, il faut être aux 2 tiers, soit 19 en l'occurrence à Seignos. J'aurais compris effectivement la manœuvre, en tout cas de nouvelles élections, si nous étions descendus à 12, parce que là en l'occurrence nous aurions eu près de 2 tiers du conseil municipal et la majorité qui aurait démissionné. En l'occurrence ce n'est pas le cas. Nous aurions pu fonctionner ainsi pendant le reste du mandat, avec une majorité qui gardait sa majorité, une opposition qui était toujours là pour exprimer et pour débattre bien évidemment des projets qui étaient portés. Nous aurions pu tout simplement fonctionner. Malheureusement, et c'est malheureusement aussi une manie, une habitude de M. Camblaine, il faut qu'on revienne devant les élections, devant les électeurs, pour à nouveau voter. Alors bien évidemment, si on est là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'on croit en notre projet, on ne croit pas en cette manœuvre électoraliste qui considère à convoquer les élections tous les 3 ans. Les élections municipales en France, c'est tous les 6 ans. J'ai aucun problème à me soumettre à une élection municipale, c'est le jeu démocratique. Cependant, à vouloir démissionner et à créer et à susciter des élections tous les 3 ans, je crains malheureusement que notre commune, quels que soient les projets portés, n'avance pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de projet, parce qu'en 3 ans, malheureusement, on ne fait pas grand-chose.
même si nous, vous allez le voir, on a quand même pu avancer et je vais pouvoir l'évoquer avec vous. Je tiens, et parce que je parle également du conseil municipal et des élus qui m'accompagnent aussi aujourd'hui, infirmer une ignominie que j'ai pu entendre, je crois qu'il s'est par ailleurs dit ici même dans cette salle il y a quelques jours, que des élus toucheraient ou en tout cas profiteraient de marchés publics dans le cadre de leur travail. Je tiens à préciser d'une part que c'est faux et d'une part que c'est ignoble. Quand on en arrive à un tel degré de calomnie, c'est que quelque part on n'a plus rien d'autre à dire. Bien évidemment, aucun des élus de ce conseil municipal n'a, par quelque marché public que ce soit, touché de l'argent ou eu des intérêts particuliers dans les affaires de la commune. Je tiens à le préciser très fermement, parce qu'il ne s'agit pas là de débattre sur le bien fondé ou non de notre politique, ou de ce qu'on ferait pour Senios, ce qu'on ferait de bien ou ce qu'on ferait de mal. On touche ici à l'honneur, d'une part à mon honneur, et à l'honneur de l'ensemble des élus qui m'accompagnent. Et je tiens d'une part à condamner fermement ces propos, et à vous dire que si ceux-ci devaient être à nouveau portés, que ce soit en réunion publique, sur les réseaux sociaux ou dans n'importe quelle publication, je serais amené à rester en justice pour mettre à mal ces accusations, parce qu'on peut tout accepter dans le débat public, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est essentiel et en même temps c'est intéressant d'avoir le débat. Pour autant, on ne peut pas accuser l'autre, d'autant plus quand on l'accuse faussement. Parce que j'ai entendu ces propos, mais qui, quoi, comment, où? La mairie est ouverte, chaque Seniosé peut venir en mairie. Si vous voulez venir consulter l'ensemble des marchés publics, vous pouvez venir les voir, on vous ouvrira. On vous ouvrira la salle du conseil municipal, on vous mettra tous les dossiers devant vous et vous pourrez les examiner pendant une journée, 2 semaines si vous le souhaitez. Vous ne constaterez aucune irrégularité. Et je tenais à être très ferme sur ce point, parce que là, il en va encore une fois de mon honneur, de celui de mes élus. Et encore une fois, je peux tout accepter, je peux accepter tous les arguments. La vie politique est dure, on en a un exemple aujourd'hui. Pour autant, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et je tenais ce soir à le préciser, à l'affirmer fortement devant vous. Donc une nouvelle élection, je l'ai dit, pour autant, au cours des 3 années passées, on n'a pas chômé. On a travaillé puisque nous avons pu réaliser plus de 50% de notre programme. Notre programme, donc en l'occurrence 17 propositions sur 30. Notre programme s'articulait autour de 4 piliers. Une commune plus proche de ses habitants, une politique de l'habitat raisonnée et solidaire, redynamiser notre centre-bourg et notre station et faire de Senios un modèle de ville durable. Donc 4 piliers, 30 propositions, on en a aujourd'hui réalisé 17. Bien évidemment sur le bourg et sur l'océan. En ce qui concerne le premier pilier, nous avons par exemple mis en place le budget participatif qui a bénéficié à des projets à la fois sur le bourg et l'océan. Nous avons par exemple assuré la réfection du fronton au bourg et également le financement de la piste cyclable qui se situe juste à proximité du camping naturel sur le Penant, et en l'occurrence sur le quartier des Bourdelles. La permanence de la mairie au Penant, que nous avons souhaité également ouvrir, partant du constat qu'effectivement, et je l'entends encore souvent, peut-être l'entendrai-je encore ce soir, que finalement la mairie se soucierait moins des habitants du Penant plutôt que des habitants du bourg. Je peux comprendre parfois ce sentiment d'abandon. Il est vrai qu'il y a moins d'habitants à l'année au Penant, il est vrai qu'il y a moins de services publics, il y a moins de commerce, l'hiver du moins, je le constate comme vous. C'est d'ailleurs l'objectif du projet, je reviendrai là-dessus juste après, du projet Penant, c'est justement aussi de sursoir à cette problématique. Mais pour amener plus de proximité auprès des habitants, nous avons décidé d'ouvrir cette permanence, qui est désormais ouverte le mardi et le jeudi, pour que vous puissiez, à proximité de chez vous, sans vous rendre forcément au bourg, pouvoir bénéficier de l'ensemble des services municipaux. Également une mutuelle communale pour venir en aide aux Seniosés qui auraient du mal à trouver une bonne mutuelle, qui ont aujourd'hui une mutuelle trop chère, et un volet information jeunesse pour permettre du conseil auprès de nos jeunes, de les accompagner dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, dans leur vie scolaire, pour faire en sorte qu'ils construisent au mieux et le plus sereinement leur vie à venir. Une politique de l'habitat raisonnée et solidaire, c'était avant tout de réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisation. Un de nos engagements pour Senios, pour préserver sa spécificité, était de préserver son cadre de vie et nos forêts. Nous avons décidé, dans le cadre des surfaces qui étaient ouvertes à l'urbanisation, alors en l'occurrence il s'agit essentiellement du bourg, de réduire de 30% ces dernières. Et conjointement, on a également réalisé une rédaction de la charte architecturale pour assurer une cohérence. Alors cette charte architecturale, bien évidemment, elle prend en compte les particularités de Senios. Puisque Senios, il y a plusieurs Senios. Il y a un bourg, il y a un océan. À l'océan, on pourrait même considérer que les quartiers n'ont pas tous la même identité. L'objectif, c'est justement de faire en sorte que chaque quartier puisse préserver cette identité et que demain, on ait des aménagements qui soient cohérents sur notre station et notre bourg.
Des projets de logement également en cours, qui sont actuellement travaillés, qui se situent essentiellement au bout, et également dans le cadre du projet de Benan, j'aurai l'occasion de revenir juste après. Redynamiser notre centre-bourg et notre station, donc on avait évidemment l'extension de l'école, dont je reviendrai un peu plus en détail également, le cœur de bourg, le cœur de station, et la construction du centre de loisirs qui a été réalisé au niveau du terrain de la Falep, centre de loisirs qui a coûté près de 1,3 million d'euros à la commune et qui a ouvert l'été dernier pour le bonheur de nos enfants, puisque nous avions un centre de loisirs qui avait été déporté au bourg, notamment lié au Covid, puisqu'on n'était pas en capacité, dans le cadre des anciens bâtiments de centre de loisirs, d'assurer la distanciation. Je pense que vous vous rappelez de ce mot-là, même si on l'a un petit peu oublié, on en parlait beaucoup à une époque. Donc le centre de loisirs est parti 2 ans au bourg, et donc il a pu revenir aujourd'hui à l'océan. Et je pense pour le bonheur des enfants et des familles qui peuvent désormais profiter de la proximité de l'océan, du lac et de notre station en général. Redynamiser notre centre-bourg et notre station, ça a été aussi travaillé, notamment sur le Penon. Sur le Penon, on a réalisé l'acquisition de bon nombre de lots du forum. Alors c'était un peu un serpent de mer depuis près de 30 ans. En 3 ans, on a quand même largement avancé et permis l'acquisition de près de la moitié du forum. Donc vous avez probablement remarqué une partie de ce forum est en cours de destruction. L'objectif, par ailleurs, je l'évoquerai aussi après, c'est de pouvoir le réaménager pour faire en sorte déjà que dès l'été prochain, on puisse voir une amélioration sur la station. Faire de Sénios un modèle de ville durable avec un élu référent. Donc il s'agit d'Alexandre Denko, ici présent, qui est donc adjoint à la transition écologique. Végétalisation des parcs littoraux, c'était notamment sur les Bourdaines et on y reviendra. Pistes cyclables également, puisqu'on a pu développer un réseau de pistes cyclables, alors ici qui passe devant et également au fond du lac. Celui-ci a vocation à être développé, j'y reviendrai également après. Les jardins partagés qui ont été installés à la fois au bourg et aux Estagnots et qui, je crois, rencontrent un vif succès. Et une feuille de route en termes de transition énergétique. L'objectif étant, d'ailleurs le projet d'école, on le verra, s'inscrit dans cette dimension-là, de pouvoir produire ce que l'on consomme. Alors d'une part de réduire nos consommations, on a réalisé un audit de l'ensemble des bâtiments municipaux pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de menuiserie, d'isolation, par exemple, pour réduire nos consommations énergétiques et quels étaient nos potentiels pour pouvoir en produire et ainsi faire en sorte que l'énergie qu'on produit vienne alimenter directement nos bâtiments et faire en sorte, in fine, que l'on soit un peu plus indépendant, en tout cas un peu moins soumis aux aléas du prix de l'énergie. On a connu une crise encore assez récemment, je ne sais pas s'il est tout à fait fini, peut-être en connaîtrons-nous encore demain. L'objectif en tout cas c'est d'être un peu plus indépendant et autonome et faire en sorte que Sénios soit bien câblé, si je puis dire, pour affronter ces crises à venir. Donc ça c'est les 50% du programme que j'ai réalisé. Alors je ne vous ai pas tout détaillé. Je pourrais évoquer par exemple au Benan également l'installation des commerçants aux halles. Alors vous en avez plusieurs, puisqu'on a eu une première attribution en 2020, une deuxième cette année en 2023, je crois, et particulièrement cette année que ces halles ont connu un vif succès. On a également permis le maintien des concessions de plage qu'on pensait perdues pour les 10 prochaines années. Ça a été un combat de tous les instants, je ne vous le cache pas, avec les services de l'État. On a réussi à les maintenir jusqu'en 2025. Il est vrai que ces concessions assurent aussi le dynamisme et l'attractivité de notre commune. J'espère en tout cas qu'à l'issue de 2025, on pourra à nouveau les prolonger, mais ce sera également un combat mené. Mais quoi qu'il en soit, et on l'a arraché de haute lutte, si je puis dire, avec notamment les communes d'Ossegor, la commune d'Ossegor, avec qui on a fortement travaillé sur le sujet, on a pu maintenir ces concessions de plage. Également, vous abordez avec vous la situation financière de la commune, puisque, comme j'ai pu le lire, nos projets pharaoniques vont mettre à mal la situation financière de la commune. Et bien évidemment, si elle est bonne, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Alors je viendrai quand même à revenir sur des chiffres. Depuis 3 ans, je pense qu'on a correctement géré les finances de la commune. Aujourd'hui, on a une capacité des endettements qui est de 1 an. Ça veut dire qu'en 1 an, en un seul budget, on pourrait rembourser l'entièreté de la dette de la commune. On a un excédent cumulé de 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réserve, on a 10 millions d'euros. Pourquoi? Non pas pour les garder et les regarder, il ne s'agit pas de jouer à Picsou, mais en l'occurrence, c'est justement pour pouvoir financer les projets à venir. Un excédent annuel de près de 2 millions d'euros, ça veut dire que chaque année, nos recettes sont supérieures de 2 millions d'euros par rapport à nos dépenses. Ça veut dire que ces 2 millions d'euros que l'on génère chaque année permettent de financer notamment les investissements et les projets à venir. Et les taux d'imposition stables, je rappelle que sous le précédent mandat, les taux d'imposition ont augmenté de 36%. Aujourd'hui, nous ne les avons pas augmentés. Alors vous avez peut-être constaté une augmentation sur vos fiches d'imposition.
C'est lié malheureusement à la valorisation des bases qui a été décidée par le Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat. En l'occurrence, le taux communal, lui, n'a pas bougé. Donc une situation financière saine qui va donc nous permettre de financer, et ce sans augmentation d'impôts, et ce sans recourir à l'emprunt, en tout cas pas de façon massive, mais de façon raisonnée, et en tout cas pour faire en sorte que ces finances restent viables pour la commune. Ces finances, elles vont permettre quoi? Je vais évoquer en premier lieu le projet Cœur de Bourg et l'école, puisque ça fait en partie des sujets qui font débat. Alors bien évidemment, cette école ne se situe pas au Penant, enfin à l'océan, mais elle concerne évidemment quand même des familles qui sont installées à l'océan. Pourquoi ce projet d'école et ce projet Cœur de Bourg? Le projet Cœur de Bourg, en premier lieu. L'objectif, quel est cet objectif? Il part du constat qu'aujourd'hui, on a une centralité sur Seignos qui est assez diffuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de place ou d'endroits, de quartiers où sont concentrés les commerces et les espaces publics qui vont avec. C'est pas tout d'avoir des commerces, on en a, et ils fonctionnent très bien sur Seignos par ailleurs. Il faut aussi qu'on puisse aménager des espaces publics qui soient qualitatifs. C'est l'objectif de ce projet. J'ai tout entendu, j'ai aussi vu des vidéos. Rassurez-vous, il n'est pas question de construire un mur de Berlin au milieu du bourg, pas plus que de construire, que sais-je, les tours de la liberté, ou qui ont remplacé les Twin Towers, ou quel gratte-ciel, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, il faut savoir que sur le bourg, les bâtiments sont limités à 2 étages. 2 étages, c'est ce qui existe déjà. Sur le bourg, c'est la mairie, par exemple, et notamment son clocher qui fait le 2e étage. D'une part, que par ailleurs, nous avons gelé l'emprise du centre-ville également pour 5 ans dans le cadre d'une modification du PLUI. Pourquoi? Pour prendre le temps justement ensemble de pouvoir discuter à qu'est-ce que va être cet aménagement. J'ai lu et j'ai vu fuiter des documents de travail de la mairie. Alors on peut effectivement juger de l'opportunité de cette mesure, ou en tout cas, ils sont bien fondés. C'est désormais sur la table, j'ai aucun problème avec ce projet. En l'occurrence, qu'est-ce que l'on a fait? On a demandé à notre architecte conseil de la commune de travailler sur des scénarios. Qu'est-ce que pourrait être le centre-bourg demain? L'objectif, dès l'année prochaine, et on le verra dans le calendrier, c'est qu'on puisse discuter sur ces scénarios, donc dans le cadre d'ateliers qui vont être organisés avec la population, pour pouvoir définir quel est le meilleur scénario ou quels seraient les meilleurs scénarios combinés pour notre centre-ville. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas du jour au lendemain une école vide et un centre-ville rasé. Ça va prendre du temps et on le verra sur la frise que je vous présenterai juste après. Trouver l'équilibre, juste Thomas, tu peux rester sur cette slide. Donc un choix nécessaire pour créer une centralité, trouver l'équilibre. Pourquoi créer du logement en centre-ville? Je vous l'ai dit, on a réduit de 30% les surfaces ouvertes à l'urbanisation. De façon plus large, la législation aujourd'hui va nous imposer de ne plus consommer d'espace naturel. Et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, soit pour Seignos ou pour notre commune, ça veut dire qu'on va pouvoir préserver ces espaces-là et les valoriser. Le corollaire, c'est qu'il va quand même falloir créer du logement, parce que Seignos n'est pas une commune où les gens ne viennent pas. Nous sommes une commune attractive où les gens veulent venir se loger, et aujourd'hui on a des difficultés notamment pour loger les Seignosais parce qu'on a des prix trop élevés. Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on réfléchisse demain à comment on réaménage la ville. Ça ne veut pas forcément dire la bétoniser, ça ne veut pas forcément dire faire des grandes tours, mais ça veut dire oui, la densifier et aménager des espaces publics qui soient qualitatifs. On a voulu, dans le cadre de la modification du PLUI, la dernière, donc qui date de juin 2023, prioriser les zones de densification. Ce qu'on constatait aujourd'hui sur Seignos, depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on avait des champignons qui poussaient un peu partout. On n'avait pas une réelle organisation de la densification, et donc de fait, on avait une ville qui commençait à se transformer sans forcément avoir de ligne directrice. L'objectif, demain, c'est de pouvoir concentrer cette densification en centre-ville, et non pas sur les périphéries. Parce qu'il y a également des enjeux de mobilité. À vouloir mettre trop de monde à la périphérie de la ville, ça veut dire plus de voitures sur les routes, ça veut dire de fait plus de pollution, ça veut dire aussi des routes plus encombrées, ça veut dire plus de vitesse. C'est ce problème-là qu'il faut qu'on arrive à gérer. C'est-à-dire créer du logement tout en préservant notre espace et en faisant en sorte que la ville soit toujours agréable à vivre. Et c'est cet enjeu-là qu'on souhaite porter dans le cadre de ce projet Cœur de Bourg. Donc une étude mobilité qui est tellement en cours, alors on l'a réalisée sur le Penant, c'était déjà l'année dernière, dans le cadre du projet Penant. On l'a réalisé également au Bourdaine, on en réalise une actuellement au Bourg, justement pour pouvoir définir quels sont les niveaux de trafic, donc quelle est la fréquence, quel est le type de véhicule, quelles sont les vitesses, pour pouvoir, au-delà de l'aspect logement et commerce que je vous ai évoqué, pouvoir également travailler sur les aménagements nécessaires, les aménagements routiers, mais également pour les piétons et pour les vélos, qui permettent de faire en sorte que la ville se vive mieux. Et donc 5 ans, je l'ai dit,
5 ans gelés pour prendre le temps ensemble, donc 5 ans, c'est jusqu'en 2028 en l'occurrence, pour prendre le temps ensemble de réfléchir à qu'est-ce que doit être notre ville demain. Donc là, si vous voulez, c'est la logique globale. C'est pas le plan du projet, mais c'est la logique globale. Effectivement, on a un projet d'école que l'on souhaite réaliser aux 2 étangs. Donc celui-là, je vous en parlerai juste après. Des espaces publics à rénover, du patrimoine bâti à préserver, parce que l'objectif également de ce projet, c'est de pouvoir préserver le patrimoine bâti local, le patrimoine bâti landais, et faire en sorte que ces bâtisses puissent perdurer. Parce que bien souvent, ce que l'on constate, et ça a été le cas notamment sous le précédent mandat, c'est qu'on voit des bâtisses assez exceptionnelles, du moins relevant d'une architecture locale importante, disparaître au profit de grands ensembles. L'objectif de ces petites étoiles que vous voyez, c'est justement de préserver ces bâtisses qui sont aujourd'hui et qui revêtent aujourd'hui un caractère patrimonial intéressant. Valoriser le ruisseau de la Palue. Aujourd'hui, on a un ruisseau qui passe sous l'école. Ce ruisseau, vous le voyez à peine, ou vous le voyez dans le parc du bourg. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce ruisseau soit ouvert et qu'on ait une déambulation des espaces publics qui puissent se développer le long de ce ruisseau. Et enfin, un secteur de requalification, donc il s'agit de l'emprise de l'ancienne école. En l'occurrence, on ne va pas construire sur les espaces verts. J'ai pu entendre qu'on allait construire par exemple sur le parc de la mairie. C'est faux. J'ai pu comprendre qu'on allait également construire le long de la place de la Victoire qui monte à l'église. C'est faux, vous le voyez. On souhaite au contraire pouvoir préserver les bâtisses qui la longent. J'ai cru entendre aussi qu'on allait mettre un supermarché. C'est faux. Écoutez, je vis à Seignos, j'ai grandi à Seignos. J'ai aucune envie de faire de ce village un centre commercial à ciel ouvert. J'ai pas envie d'y mettre un Leclerc, ou que sais-je, alors Leclerc Super U, il m'en faut un 3e casino, comme ça j'ai toutes les marques possibles. Ça n'a jamais été dans le projet. Donc j'entends la volonté de certains de faire peur, mais que les choses soient claires, il n'y aura pas de supermarché en centre-ville demain à Seignos. Ce n'est pas souhaitable, tout simplement. Et effectivement, si j'étais élu et que j'avais un maire qui souhaitait mettre un supermarché en centre-ville, moi le premier, je dois vous avouer que je ne serais pas ravi et probablement que je m'oppositionnerais contre. Donc ce n'est pas le cas. Le corollaire de ce projet, c'est l'école des 2 étangs. Alors là aussi, j'ai tout entendu sur cette école. Même dernièrement, j'ai entendu que c'était une école non genrée. Bon, je vous préciserai, alors je dois vous avouer que je ne maîtrise pas tout à fait le concept, mais je vous préciserai ce point-là juste après. Donc l'école, Thomas, tu peux y aller. Donc l'école, déjà, quel investissement? Quel investissement? L'opposition nous dit que ça va coûter 10 millions d'euros et ça va mettre à mal les finances communales. C'est faux. Ça va coûter très exactement en travaux 6,3 millions, 700 000 euros d'études, soit 7 millions d'euros à peu près de projet. Nous escomptons 2 millions d'euros de subventions, nous avons déjà 500 000 euros notifiés par l'État. Nous avons également des subventions de la Caisse d'allocation familiale qui finance notamment la partie périscolaire et la cantine, du département des Landes qui a également un règlement d'intervention sur le sujet. Concrètement, ce projet, il reviendra 5 millions d'euros à la commune. 5 millions d'euros, c'est 2 années d'exercice budgétaire. Vous l'avez vu, on est à 2 millions, 2 millions 2 d'excédents par an. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, cette école, elle est financée, et ce sans faire appel à l'impôt ni à la dette. Donc je tiens quand même à préciser que ce projet ne mettra pas à mal du tout les finances communales. Deuxième point, pourquoi? On a réfléchi avec les élus et on est arrivé à la réflexion que aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés déjà à fonctionner avec 2 écoles. Les parents ont des difficultés le matin et le soir pour aller chercher les enfants, pour peu qu'ils aient un enfant à l'école en haut et à l'école en bas. On est sur une école vieillissante, également l'école du Grand Chêne, pour laquelle malheureusement on a réalisé des audits énergétiques qui aujourd'hui se situent en piteux état, alors d'un point de vue énergétique, mais également du point de vue de l'eau, puisqu'on a de grosses infiltrations. Franck Lambert, ici présent, peut en parler, il est enseignant dans cette école. Donc déjà, on a donc un coût global qui probablement s'élèverait aux alentours des 500, pas probablement, c'est des 5 millions d'euros que je viens de vous évoquer juste là. L'idée aussi, c'est de profiter de la proximité du hall des sports et de la plaine des sports de l'étang noir et de la réserve de l'étang noir. Aujourd'hui, dans cet espace-là, on a un espace sécurisé, donc une circulation qui est beaucoup moins développée qu'elle menait sur le bourg. On a aujourd'hui du stationnement que l'on souhaite réaménager, que l'on souhaite augmenter, également pour pouvoir accueillir à la fois les usagers de l'école, en l'occurrence les parents qui amènent leurs enfants à l'école, mais également plus largement ceux qui fréquentent le skatepark, le stade, le hall des sports, le tennis, ou même qui viennent se garer pour aller visiter la réserve de l'étang noir, dont d'ailleurs la scénographie a été refaite, je vous invite à aller la visiter si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment pour pouvoir bénéficier de cette emprise-là, de cet espace-là apaisé, que l'on souhaite mettre en place cette école à cet endroit.
Également, je parlais de la partie énergétique concernant l'école du Grand Chêne. Il s'avère que aujourd'hui, donc ce nouveau bâtiment, on le veut exemplaire en matière énergétique, d'une part en termes de consommation, et surtout en termes de production. C'est-à-dire que ce bâtiment, et je parlais de la feuille de route de transition énergétique, va nous permettre demain de produire l'électricité, quasiment l'ensemble de l'électricité nécessaire à la consommation des bâtiments communaux. Malheureusement, ce n'est pas possible avec le groupe scolaire actuel, puisque celui-ci, alors ça c'est une raison d'orientation, alors bien évidemment à l'époque, l'école n'avait pas été réfléchie pour cela, mais on ne peut pas produire suffisamment d'électricité sur cette école-là, parce que l'orientation des pentes, et des toits en l'occurrence, n'est pas bonne. Donc l'objectif, c'est vraiment de profiter de ce groupe scolaire demain pour avoir un bâtiment et des panneaux photovoltaïques, en l'occurrence, qui nous permettent de produire l'ensemble de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement des bâtiments communaux. Et ça, je peux vous assurer que, en termes budgétaires, et Pierre Vandenbogard, ici présent, qui s'occupe des finances, ça fera un moins, d'autant plus au regard des années qu'on a passées, où on a constaté des augmentations, comme chacun d'entre vous, j'imagine, assez sévères de nos dépenses énergétiques. Enfin, j'ai lu que ça avait été un projet clanique, c'est-à-dire qu'on aurait décidé à 3. Alors bien évidemment, je ne sais pas qui sont les 3. J'imagine que je suis dedans, je ne sais pas quels sont les 2 autres. En l'occurrence, ce projet n'a pas été décidé à 3. Il a fait l'objet de plusieurs délibérations en conseil municipal, délibérations qui ont d'ailleurs été adoptées à l'unanimité du groupe majoritaire. Donc j'en entends certains aujourd'hui qui sont devenus contre, mais à l'époque ils étaient pour. Bon, allez savoir. Il a fait l'objet également de discussions avec l'ensemble des parties prenantes, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les agents de la mairie également, du périscolaire qui y travaillent. On a eu près d'une dizaine de réunions de concertation sur le sujet et on en est arrivé au projet tel qu'il a été adopté aujourd'hui. Par ailleurs, je tiens à préciser, l'opposition ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant du projet, d'une part parce que j'étais dans le programme, donc c'était clair, et d'autre part parce qu'elle a elle-même été associée au jury qui a permis de retenir le cabinet architecte qui a réalisé ce projet et ses esquisses. Il s'agit du cabinet HIRU, H-I-R-U, qui est basé à Anglaise. Et donc j'en viens à cette fameuse école non genrée. Que vous dire, à part que c'est une absurdité. Alors je vois bien le parallèle qui voudrait être fait, c'est-à-dire que nous serions adeptes du wokisme dont très sincèrement j'ai du mal aujourd'hui à définir l'idéologie ou le dogme, et donc du coup on souhaiterait une école non genrée. Alors très sincèrement je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'effectivement, nous avons travaillé ces cours avec les enfants dans le cadre du programme Dessine Moyenne École. C'est les enfants eux-mêmes qui nous ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient dans cette école. Alors bien évidemment, il y a eu des discussions sur le terrain de foot. Mais rassurez-vous, ils pourront jouer au football. J'ai moi-même joué au football pendant 9 ans. Il m'arrive encore de regarder les Girondins de Bordeaux, même s'ils sont en 2e division. Les enfants pourront jouer au football. Ils pourront aussi faire du basket, et même ils pourront, s'ils veulent, s'adonner à d'autres pratiques. Et c'est tout l'objet aussi de ce projet d'école et des discussions qu'on a avec les enfants. C'est aussi pour pouvoir diversifier les activités que les enfants peuvent avoir dans une cour de récréation. Mais en l'occurrence, on ne va pas mettre les filles d'un côté ou les garçons de l'autre, ou alors les mélanger sous je ne sais quel contexte, enfin un concept. Cette école n'est pas non-genrée. Et très sincèrement, je ne vois pas même d'où vient cette affirmation. Donc je tiens à ce que les choses soient claires sur ce point-là. Cette école sera tout à fait adaptée, et puis même si je devais préciser, les écoles sont non-genrées depuis que les filles et les garçons ont été réunis dans une même école. Et c'est très bien comme ça. J'espère que ça perdurera à Seignos également. En tout cas, on ne va pas se mettre à séparer les filles et les garçons, je vous rassure, ce n'est pas l'objectif de notre équipe. Donc pourquoi le projet d'école? Et donc le calendrier, parce que j'ai lu aussi, j'ai pu lire que du coup on aurait une friche, c'est-à-dire que l'école du Grand Chêne serait vide pendant des années, qu'elle serait à l'abandon au milieu du bourg, et que forcément ça ferait une énorme tâche au milieu de notre bourg si magnifique. Ce n'est pas le cas. Thomas, si tu peux mettre le calendrier s'il te plaît. Quel est le calendrier pour ce projet école et corps de bourg? D'une part, c'est de pouvoir entamer les travaux de l'école dès 2024. Alors par courtoisie républicaine et démocratique, normalement ils auraient dû être engagés en novembre. En tout cas, les marchés de travaux pour pouvoir retenir les entreprises auraient dû être lancés en novembre. Bien évidemment, on ne l'a pas fait. L'objectif, ça sera donc, en tout cas si vous nous faites à nouveau confiance, de pouvoir lancer ces travaux dès le début de l'année 2024. De lancer les travaux, les marchés dès décembre et les travaux en 2024. L'objectif aussi, c'est entre 2024 et 2025 qu'on puisse aller au-devant de la population pour justement concerter et réfléchir à ce fameux projet Cœur de Bourg. Alors vous le verrez, ça prendra 2 ans. On s'est adjoint, je vous l'ai dit, les services d'un architecte conseil. On a également l'étude mobilité qui est en cours qui va nous permettre d'emmagasiner des données parce qu'on a beaucoup d'enjeux sur le bourg en matière de circulation.
que ce soit par exemple l'avenue Charles de Gaulle, mais l'avenue Marcel Cerdan, également l'avenue du Cassou, qui aujourd'hui rencontre des difficultés de vitesse notamment. L'objectif, c'est grâce à ces scénarios, à cette étude de mobilité, de pouvoir aller au-devant de vous, à l'occasion d'ateliers, et discuter pleinement, sereinement de ce projet. Et j'ai envie de vous dire, si finalement le projet est si mauvais que ça, de toute façon, il n'aura pas lieu avant 2026. Parce que vous le voyez, la fin des travaux de l'école, la rentrée va se faire en 2 fois. Il y aura une première rentrée en 2025 et une deuxième rentrée en 2026. Pourquoi ? Parce que ce projet n'est pas qu'une création d'école, il est aussi la réhabilitation de l'école des 2 étangs et son extension. À partir de 2026, l'objectif, c'est de pouvoir démarrer. En tout cas, si le projet a été retenu, et si, excusez-moi le terme, on n'a pas été banané parce que ce projet est tellement nul que personne n'en veut, on le mettra en place dès 2026. Donc pour vous dire qu'on en est au début de la démarche. Et que, effectivement, de 2 choses l'une, soit dans notre village, on est incapable de discuter sur des projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut bouger le petit doigt, on s'arrête, on ne fait plus rien. Et effectivement, on va rester avec nos difficultés et on ne va pas beaucoup avancer. Soit on a le courage, ou en tout cas l'envie collective de pouvoir débattre. Quand on débat, on n'est pas forcément d'accord de tout, surtout. Mais en l'occurrence, je pense que c'est salvateur pour pouvoir faire avancer la commune. Donc c'est tout l'objet de la concertation qui va s'ouvrir. Et l'objectif, vous le voyez, ce n'est pas de laisser une friche en centre-bourg. On a quand même réfléchi aux choses par anticipation. Autre projet, le Penon, qui peut-être vous concerne ou vous intéressera plus. Ce projet du Penon, il a été initié dès 2020. Alors, j'ai entendu mon prédécesseur dire que ce projet est très bien, mais on parle de construction, et que finalement on ne fait que reprendre son projet avec par contre des constructions. Bon, déjà, c'est pas vrai. Parce que si vous voulez, déjà le projet, la réflexion, sous le précédent mandat, elle s'arrêtait là. Nous, on a élargi la focale justement pour pouvoir réfléchir à l'ensemble de la station. D'autre part, on avait un engagement, on le verra, des constructions, de pouvoir les réduire, ces constructions. Et vous le verrez que par rapport au projet initial, il y en a beaucoup moins. Ce projet, donc, on l'a initié en 2020. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a diligenté une entreprise qui nous a permis de lancer des consultations. Donc on a réalisé plusieurs réunions avec les commerçants, on a réalisé des tables longues l'été avec les estivants, on a également réalisé des ateliers qui se sont tenus au bourg sur la question. Nous avons eu une réunion publique début 2022 de restitution, et nous avons, à la suite de cette réunion publique de restitution, lancé les manœuvres pour pouvoir arriver à un projet plus définitif. Donc c'est le plan guide que vous avez devant les yeux. Donc il comprend bien évidemment l'aménagement du forum, de la place Castille et de la place Gentil, donc de l'ensemble du Penon en l'occurrence. Ce projet, on l'a également avancé en parallèle via les acquisitions que l'on a réalisées. On a réalisé entre 5 et 10 acquisitions aujourd'hui sur ce site-là, il nous en reste encore, ce qui nous a permis, vous l'avez constaté, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir déjà entamer la destruction de toute la barrette nord du Penon. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de s'envoyer des fleurs ce soir, c'est pas la question. Mais ce projet-là, on en parle depuis près de 30 ans, et je pense que chacun qui aujourd'hui côtoyait cette station, vous le savez. Et bien aujourd'hui, on a réussi à avancer, et on a réussi à faire tomber une partie de ce forum pour le réaménager. Donc on peut toujours minimiser la chose. Il s'avère que M. Campbell, lui, n'avait pas réussi à faire ça, et pour la bonne et simple raison que quand moi je suis arrivé, quand nous sommes arrivés au conseil municipal, l'ambiance avec les commerçants était exécrable. Il n'y en avait pas un qui voulait entendre parler de la mairie, parce qu'on leur avait envoyé des estimations qui étaient malheureusement trop faibles à leur goût. Il a fallu réamorcer la pompe, ça a été un travail de tous les instants, et je peux vous dire que le projet aujourd'hui en 3 ans, il est bien plus avancé qu'il ne l'était lors du mandat précédent. Donc dire que finalement, oui, c'est le même projet, finalement, au même moment, la même étape, c'est faux. On a largement avancé, et notre objectif, c'est de poursuivre cette avancée, parce que je pense que si on partage au moins une chose, c'est la volonté de faire de cette station, de réhabiliter cette station, et d'adapter au changement climatique. On est tous amoureux de l'océan, vous y vivez, j'y ai vécu d'ailleurs aussi un certain temps. On est tous amoureux de son identité, et on souhaite que cette identité perdure. Mais on sait aussi que cette station, il va falloir qu'on l'améliore, qu'on la réhabilite, pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus au goût du jour. Et la nouveauté également, c'est que ce projet, alors vous le voyez avec le petit drapeau français, a été labellisé par l'État. On a candidaté avec ce projet, il y a près de 30 destinations qui ont candidaté en France, pour bénéficier de la labellisation et des financements de l'État. On a été retenu, 3 communes ont été retenues. En l'occurrence, vous avez La Reims, à la vallée d'Ossau, Seignos et également une commune en Île-de-France, qui ont été retenues au niveau national, ce qui nous a permis de bénéficier d'une enveloppe de 2,7 millions d'euros pour venir financer ce projet qui est aujourd'hui estimé à 10 millions d'euros.
Donc on n'a pas chômé sur le tenant, et encore une fois, on peut toujours discuter, et on va discuter bien évidemment d'un certain nombre d'éléments, parce que je sais qu'il y a des choses qui posent question. Je pense qu'aujourd'hui le temps n'est pas à l'arrêt, ou en tout cas se dire qu'il faut tout arrêter. Au contraire, je pense qu'on a une fenêtre de tir pour avancer, il faut qu'on s'en saisisse. Alors je sais qu'il y a des points qui posent question, quand même, malgré tout, et je souhaiterais y répondre, et peut-être qu'à l'issue de mon propos, j'aurai des questions à ce sujet. Thomas, tu peux passer. D'une part, volonté de préserver l'avenue Chambrelin. C'est une volonté assumée, nous souhaitons préserver l'avenue Chambrelin. Et effectivement, dans le cadre du projet, nous travaillons à une simplification du carrefour tel qu'il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un carrefour carré avec 4 voies, qui est extrêmement accidentogène, particulièrement difficile à emprunter l'été, notamment car il y a le marché. L'objectif, c'est non pas de détruire ce carrefour, c'est effectivement sur cet espace-là, et je le précise bien, sur cet espace-là, parce qu'on viendra au bordel juste après, c'est de pouvoir clarifier la circulation, faire en sorte qu'elle soit plus lisible, et surtout rendre l'autre bras de Chambrelin, qui ne serait plus utilisé par les voitures, aux piétons et aux vélos. L'objectif aussi, c'est bien évident de préserver Chambrelin et son axe central. J'ai vu comme vous probablement un document où il y avait deux gros rectangles rouges au milieu de Chambrelin. Alors je ne sais pas d'où sortent ces rectangles. Alors bien évidemment, vous l'avez vu sur le plan précédent, il y a des projets de construction et je vais en parler juste après. Mais il n'a jamais été question qu'ils viennent juste se poser au milieu de Chambrelin, au milieu de l'espace vert et des arbres qui jalonnent Chambrelin. Ça n'a jamais été le projet, encore une fois. Et je ne sais pas d'où Lionel Camplan sort cette information, ou alors s'il l'a tout simplement inventé pour susciter la crainte, puisque tout simplement, c'est justement l'enjeu des années à venir et des mois à venir, c'est qu'on définisse quel est exactement ce programme et comment on peut faire en sorte qu'il préserve l'identité de Chambrelin et plus largement l'identité de la station. Pourquoi les constructions? Donc je vous l'ai dit, on va avoir une temporalité, je vous donnerai un petit calendrier juste après. Aujourd'hui, je tiens à préciser, c'est marqué juste en dessous, que dans le projet précédent, c'était pas du R+2, R+3, c'est du R+3, R+5, et qu'on a réduit de près de 300 m² les surfaces constructibles. Avant, les bâtiments qui étaient prévus, ils étaient au niveau du forum et au niveau de la place de l'Escargot. Je pense que vous voyez à peu près où se situent ces zones-là. Donc à 50 mètres de l'océan. Moi, je veux bien construire un bâtiment de 5 étages à 50 mètres de l'océan, mais au regard de l'évolution de celui-ci, du trait de côte, de la migration dunaire, je doute très sincèrement que ceci est un avenir radieux devant eux. Donc c'est pour ça que nous, quand on est arrivé, c'était un engagement, une promesse de campagne. On souhaitait relocaliser ces bâtiments pour pouvoir les mettre plus en retrait et réduire les surfaces constructibles parce qu'on souhaitait en mettre moins. Pourquoi on en a gardé pour autant? Je vous l'ai dit, on a 2 enjeux. Alors je vous ai parlé de la réduction des surfaces ouvertes à l'urbanisation, pardon. On a une réflexion à ce sujet au bourg, mais on a aussi une réflexion à ce sujet à l'océan. À l'océan, on a aussi un besoin de logement, plutôt de logement à l'année. On a un logement aussi, besoin de logement saisonnier. Parce que malheureusement, nos commerçants et les professionnels de la commune ont des difficultés aujourd'hui à loger leurs saisonniers et donc de fait avoir un commerce qui ait une période d'ouverture et un service qui soit le plus optimal. L'objectif, c'est d'une part effectivement de pouvoir créer du logement à l'année pour les seniors, c'est également de pouvoir créer du logement saisonnier. C'est également de pouvoir créer une centralité commerçante au niveau de la place Gentil qui soit une centralité ouverte à l'année et non pas seulement tel que ça existe aujourd'hui, une centralité qui est très affirmée l'été avec de nombreux commerces qui sont ouverts et qui est, on va dire, beaucoup plus discrète l'hiver avec seulement la pharmacie, le Spar et la boulangerie, que je remercie d'ailleurs à cette occasion, qui sont ouverts pour les Seigneuses et les Seigneuses, notamment les habitants de l'océan du Penon. Donc c'est pouvoir justement accueillir ces commerces-là et c'est également pouvoir accueillir des espaces plus qualitatifs pour le service public. Aujourd'hui, on a un local de la police municipale et une mairie annexe, je parlais de la permanence de la mairie, qui est scalée, elle permet d'accueillir les gens, mais elle est petite et assez vétuste. L'objectif, c'est aussi demain d'avoir des espaces communaux de qualité qui puissent accueillir les administrés que vous êtes et qui puissent, pourquoi pas, aussi vous offrir des espaces de réunion qui n'existent pas aujourd'hui sur la commune, enfin en l'occurrence qui n'existent pas ou peu sur l'océan. C'est aussi pour vous apporter tous ces services-là que l'on souhaite mener ce projet à bien. Alors bien évidemment, ces constructions, elles seront définies. Je vois R+2, R+3, c'est effectivement tel qu'elles étaient envisagées aujourd'hui. On avait une programmation autour de 60-70 logements. Ces choses peuvent être soumises à la discussion. On a un impératif, je pense, ensemble, c'est de pouvoir avancer. Je sais aussi que vous êtes capable, je sais de trouver des interlocuteurs à Seignos, et l'association Seignos Océan, mais même les riverains, avec qui on peut travailler sur ce projet, et faire en sorte que d'une part, ils ne remettent pas en cause l'identité particulière de Chambrelin, et que d'autre part, ils puissent apporter ces services-là à la population, à la fois en termes de logement, de commerce, et également en termes de services publics
C'est l'objectif de ce projet. Ensuite, oui, mais c'est bon, tu peux y aller, Thomas. Un petit peu de calendrier. Je vous l'ai dit, on a ces 3 dernières années avancées. Il nous reste encore des choses à faire. Alors, je vous ai fait un petit calendrier à l'échelle du mandat. Le projet du Penant, on va prendre probablement un peu plus de temps que cela. Mais déjà, 2023-2024, donc destruction et réaménagement du forum. Donc la destruction a commencé le 15 novembre dernier. Bien évidemment, on ne va pas se laisser ce terrain en friche. L'objectif, c'est de pouvoir le réaménager de façon au moins temporaire avant l'été prochain. Pourquoi temporaire? Parce qu'on va avoir un autre écueil qui est la finalisation des acquisitions sur le pont marchand. Malheureusement, heureusement, on a très bien avancé sur les acquisitions, mais il nous en reste encore à faire. Il nous reste exactement 3 lots à acquérir, les fonds de commerce et les murs. Notre objectif, c'est de pouvoir, je l'espère, avancer le plus rapidement possible sur cette question-là avec les propriétaires concernés, et de pouvoir avancer à l'issue de l'été 2024 sur la destruction et le réaménagement de l'ensemble de cet espace. Alors pourquoi un aménagement temporaire sur le forum? Parce que bien évidemment cette zone sera forcément impactée par la destruction du pont marchand par la suite. Et l'objectif, c'est de ne pas forcément en tout cas de faire un super aménagement qui sera mis à mal par les travaux qu'on devra engager ensuite. On est de fait dans une situation de transition. Ces travaux-là ne peuvent malheureusement pas se gérer en un hiver. Ça aurait été essentiel et idéal. J'aurais préféré œuvrer comme ça. Ça va prendre quelques années. Donc c'est pour ça qu'effectivement cet été, on a eu des bâtiments abandonnés au forum, parce qu'on a fait l'acquisition en mai, parce qu'on a voté avec la propriété en juillet le fait qu'elle nous autorisait à détruire ces bâtiments, et que du coup on ne s'est pas senti, je dois vous avouer, de lancer la destruction en août. Parce que, au regard de la saison estivale, je pense que ça aurait fait un petit peu tâche. Donc on a lancé cette destruction en novembre, on l'a réalisé avant un diagnostic amiante, donc celle-ci sera faite d'ailleurs en 2 temps. Vous avez une première phase d'ailleurs qui devrait se terminer, je pense, cette semaine, et une deuxième phase qui concernera les bâtiments qui on a trouvé de l'amiante, qui elle se terminera probablement avant la fin de l'année. Et bien évidemment sur 2024, au-delà du forum pour marchands, ce que je vous évoquais, l'idée aussi c'est de pouvoir faire le choix du maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre, c'est celui qui va nous dessiner le projet, alors non pas le plan guide que vous avez vu tout à l'heure, mais le projet très précisément. Et c'est justement là où on va pouvoir rentrer dans le détail aussi de la programmation des bâtiments, pour faire en sorte, d'une part, je vous l'ai dit, de faire en sorte que ces commerces puissent exister, que ces services publics puissent exister, mais aussi qu'on impacte le moins possible Chambrelan et qu'on préserve son identité. J'y suis attaché et c'est également un de nos engagements. Ensuite, puisqu'il n'y a pas que le Penant, c'est quand même un gros projet effectivement, mais il y a d'autres choses